Bonjour à tous, bienvenue à ce séminaire consacré aux BRICS, à leur évolution, dans le cadre du programme l'ASPAT Séminaire. C'est un honneur pour moi de modérer cette discussion qui réunira des chercheurs, des étudiants et des acteurs clés afin d'explorer l'histoire, les élargissements et les dynamiques liées à cette alliance. Nous aurons des échanges enrichissants, des perspectives variées et, je l'espère bien, des pistes de réflexion consacrées à l'avenir des BRICS et leur impact, notamment en Afrique et au-delà. Avant de commencer, je vais vous présenter notre labo, le LASPAT, laboratoire d'analyse sur les sociétés pouvoir Afrique Diaspora, est un laboratoire de recherche interdisciplinaire de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc, il impulse une recherche dynamique sur les questions liées à la transformation digitale, au genre, à la démocratie, à l'édition scientifique, aux politiques publiques, au panafricanisme et aux relations internationales. Le LASPAT accorde une grande importance à la formation des jeunes chercheurs et au partage des savoirs. Ces séminaires du LASPAT répondent à ce double objectif, en mettant en avant le travail de recherche des doctorants et en ouvrant aussi les séminaires au grand public. Donc, permettez-moi de me présenter. Je suis Ousseynou Gueye, doctorant en histoire des relations internationales et stratégiques à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, affilié à l'école doctorale Ethos, études sur l'homme et la société. Donc, le sujet de ma thèse concerne l'évolution des relations commerciales entre le Sénégal et le Mali, de 1960 aux années 2000. Dans le cadre de ce programme des séminaires de l'ASPAT, je mène des réflexions sur les BRICS+. Donc les BRICS, comme vous le savez, ce sont un groupe d'États comprenant la République fédérative du Brésil, la Fédération de Russie, la République de l'Inde, la République populaire de Chine et la République d'Afrique du Sud. Et bien, depuis le 1er janvier 2024, on parle de BRICS+, avec l'adhésion de nouveaux membres comme l'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie et l'Iran. Le monde s'oriente quasiment vers une nouvelle reconfiguration géopolitique avec l'émergence des membres des BRICS qui suscitent de plus en plus un intérêt pour le Sud global. Les BRICS sont aujourd'hui une force géopolitique mondiale car ils représentent désormais 36% du PIB mondial et 46% de la population de la planète. Ce club se positionne pour mettre un terme à l'hégémonie occidentale afin de trouver un équilibre à la gouvernance mondiale et à la démocratisation des relations internationales. Donc pour ce premier séminaire sur la thématique, nous allons aborder la problématique des BRICS, histoire et élargissement. Sur ce, nous allons accueillir aujourd'hui le professeur Aziz Salmon Fall, qui nous a fait l'honneur d'être le premier intervenant dans cette série de séminaires concernant les BRICS+. Aziz est politologue internationaliste d'origine sénégalaise et égyptienne. Le professeur Aziz Salmon Fall est universitaire altermondialiste, réalisateur avec son long métrage documentaire Africom Go Home en 2013. Il est consultant et conférencier aussi. Il enseigne les sciences politiques, l'anthropologie, les relations internationales et le développement international à l'université McGill et à l'UQAM au Canada. Ancien coordinateur du réseau québécois contre l'apartheid, il est fondateur et membre du GRILA, le groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique, dont moi-même je suis membre, dans lequel il coordonne avec un collectif de 21 avocats, des personnalités, divers organismes, la première campagne internationale contre l'impunité affaire du président Thomas Sankara. Il est aussi membre du Forum du Tiers-Monde, président du Centre internationaliste CIRFA. Professeur Fall est également membre du secrétariat exécutif ad hoc de l'Internationale des travailleurs et des peuples. Il est aussi initiateur de la plateforme progressiste panafricaine Sénégalité. Dans la résolution de la crise au Burundi, il a formulé à Genève le plan de la première force d'interposition Africa Pax. Professeur Aziz Salmon Fall est cofondateur et co-coordinateur du mouvement des assises de la gauche, MAC, au Sénégal. Il est le président de la Fondation Aubin et du Centre de recherche progressiste Rierson. M. Fall est également auteur de plusieurs écrits spécialisés, dont la critique annotée des 20 points du NEPAD. Donc, après sa présentation de 40 minutes, nous allons ouvrir le débat.
Vous pouvez aussi, tout au long de l'exposé, écrire vos questions sur le chat. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je passe la parole à notre intervenant. M. Fall, la parole est à vous. Merci, j'espère que vous m'entendez. Donc, je vous parle ici à partir de la Petite Côte, où je suis actuellement. Euh, et j'ai une pensée pour mon hôte qui a disparu, Salou Mbaye, que vous connaissez peut-être, l'auteur de l'Afrique au secours de l'Afrique, qui fait partie de nos éminents économistes aujourd'hui disparus. Et je me tiens ici dans sa bibliothèque pour ce premier séminaire qui porte sur les BRICS. Alors, c'est clair que, étant donné que c'est un sujet à la fois nouveau, mais relativement complexe pour certaines personnes, nouveau pour ceux et celles qui n'en ont peut-être jamais entendu parler, et comme l'a expliqué Hussein Gay, que je remercie, effectivement, un champ d'intérêt possible de renouveau du dispositif international. Alors, j'ai choisi de l'expliquer sachant évidemment que la plupart des personnes dans le séminaire sont quand même un peu férues en économie politique et il n'y aura pas de souci si vous souhaitez qu'on vulgarise. Alors, c'est important de comprendre d'abord la nature du système monde, parce que si on ne comprend pas le système monde, en tout cas les grilles dans lesquelles nous fonctionnons, il est peut-être un peu difficile d'appréhender l'ampleur de ce qui est en train de se produire. Donc, il faut le comprendre dans l'historicité, non pas de rester juste dans la conjoncture des événements que le BRICS organise, mais je dirais de comprendre un peu la dynamique de ce système mondial, qui est un système où il y a un mode de production capitaliste, où il y a une division internationale du travail, où il y a une loi de la valeur, et la question, c'est la capacité ou non des pays, supposément de rattraper, comme on le fait croire, donc de sortir de leurs conditions périphériques et de surmonter cette asymétrie qui diviserait le monde en pays développés et pays sous-développés. Alors, ce débat a existé évidemment avant que les BRICS n'adviennent. Et donc, il y a lieu ici de comprendre un peu que ce qu'on appelle les BRICS sont tous des pays qui ont subi l'impérialisme, mais qui aussi ont la possibilité d'y participer sous la forme d'une autre expression qui serait un sub-impérialisme. Donc de revigorer le capitalisme au lieu de le dérouter. Et donc, je disais qu'il y a un débat déjà pour la compréhension de quelle est la nature de ces pays. Est-ce que ce sont des nouveaux pays industriels susceptibles d'être des semi-périphéries ou sont-ils tout simplement la périphérie de l'avenir, là où le dispositif industriel se recomposera? Et donc, il y a un débat qui est un débat qu'il faut rapidement avoir, même s'il peut paraître théorique, et qui a agité dans notre jeunesse des penseurs comme Wallerstein, comme Brodel, comme Arrighi, comme Samir Amin, comme André Gunder Frank, sur l'existence ou non de ces semi-périphéries et la capacité de surmonter l'asymétrie qui caractérise le système. Donc, pour cela, je vais vous partager quelques passages euh, de l'analyse qu'a faite donc Samir Amin, qui était un Sénégalais, un homme qui a vécu une cinquantaine d'années ici, d'origine égyptienne et française, et que vous connaissez probablement tous et toutes. Et à l'issue de cela, je vais essayer de montrer un peu l'évolution de cette nébuleuse qu'on appelle donc les BRICS, qui a suscité un grand intérêt en termes de renouveau à la perspective tricontinentale, mais qui très vite, du fait justement de la nature de la mondialisation dans laquelle il participe, s'est élargi à des pays qui sont eux-mêmes des éléments constitutifs de ce système monde, au point de risquer de dévoyer la menace d'origine, c'est-à-dire de défaire l'architecture du système international désuet et sénile. Alors,
d'abord vraiment comprendre la polarisation dans le système capitaliste mondial. Samir Amin nous montre effectivement que la polarisation est inhérente à l'expansion mondiale du capitalisme. Que le capitalisme n'est pas un phénomène théorique, il existe comme un système mu par la loi de la valeur et qu'il faut comprendre le mode de production capitaliste qui est au cœur de son dispositif et qui donc va être articulé sur un marché de marchandises, un marché du capital et du travail. Là où il y a une facile circulation dans la globalisation, c'est la circulation des marchandises et du capital, et il y a une restriction sur la circulation des travailleurs. Mais c'est ça qui permet le fonctionnement. Et donc, dans ce système, ceux qui ont véritablement l'apanage de la cristallisation, de la maîtrise de leur accumulation nationale, ce sont les pays qui ont réussi à s'auto-centrer, donc à faire partie du segment dominant du capitalisme mondial. Et ce sont ces bourgeoisies nationales centrales qui sont au cœur des pays du centre et qui organisent le capitalisme mondial par le biais d'une économie monde elle-même articulée sur un marché mondial qui, comme je l'ai dit, favorise principalement la circulation du capital et des marchandises. En le faisant, ce que ce système fait, c'est qu'il polarise. Donc, il crée vraiment deux pôles. Et ces deux pôles, donc les centres et les périphéries, sont insérés dans un dispositif qui va irradier les classes sociales, aliéner les couches populaires et soumettre à la loi de la valeur, que lui appelle mondialisée, le rythme du développement. Alors là, évidemment, on peut se poser la question, très vite, c'est quoi le développement? Et dans le capitalisme, le développement revêt ce que Gilbert Rist a décrit, c'est-à-dire un système qui va développer les forces productives pour répondre à la demande en marchandises et il va le faire, donc cette demande solvable, pour justement satisfaire les marchés et en le faisant, ça va détruire l'environnement et les relations sociales. Maintenant, on peut bien sûr affubler le développement de toutes sortes de qualificatifs. C'est pour ça que depuis qu'il a été créé, le mot développement, Entwicklung en allemand, vous avez un système qui s'est, par inflation sémantique, répandu dans toutes les sociétés au point qu'il est devenu lui-même une discipline. Donc, on est parti du système évolutif de l'individu, le développement humain, et on a vu ensuite le développement urbain, le développement des affaires. Donc, en fait, ça a l'impression d'être quelque chose de neutre, mais en réalité, c'est une catégorie constitutive du capitalisme que le développement, une sorte de cheval de Troie à la merci du mode de production capitaliste. Maintenant, il est possible peut-être de le réorienter vers une autre acception. Mais malheureusement, pour l'instant, c'est lui qui surdétermine la condition même de sa raison d'être. Et donc, les périphéries qui aspirent au développement ont été évidemment aliénées et dans l'hégémonie de l'impérialisme, on a imposé une division internationale du travail qui les a spécialisés et on a imposé la circulation de capitaux par l'impérialisme en confinant évidemment les perspectives du développement pour simplement alimenter les marchés mondiaux. Et donc les périphéries sont en fait négativement constituées. Et donc l'Afrique, par exemple, est un continent qui n'est pas marginalisé, il est tout simplement mal intégré dans le système mondial qui fonctionne par la polarisation. Et donc la question ici maintenant, c'est de savoir est-ce que tous les pays périphériques sont les mêmes? Et donc ceux qui n'ont pas réussi à s'industrialiser et qui n'ont pas réussi à dégager une couche nationale bourgeoise, donc qui a su maîtriser l'accumulation, ces pays-là, on va les appeler en général le quart-monde. Et ceux qui arrivent à s'industrialiser, qui ont réussi à rentrer dans le segment du capitalisme comme étant des séquences de l'industrialisation, qui sont bien sûr dans la logique du rattrapage, c'est elle, en fait, cette constituante de la véritable périphérie, qui est le réceptacle
du modèle périphérique. Et donc, le débat est arrivé très vite entre Arrighi et Samir Amin sur l'existence ou non d'une polarisation qui crée deux groupes ou bien trois groupes. Et donc, Arrighi fait valoir que non, il y a bien un troisième groupe qui se caractérise dans une zone intermédiaire entre le centre et la périphérie, qui c'est donc une sorte d'équation de savoir est-ce que ces pays-là seront, eux, des centres. Et donc, pour l'expliquer clairement, un pays comme la Chine, qui était un pays périphérique, a dû déconnecter du marché mondial, de l'économie monde capitaliste, développer de façon autocentrée, construire un embryon par le capitalisme d'État national et être à ce moment-là capable de surgir pour devenir un État central. Et là, c'est la question, à ce moment, devient-il impérialiste ou pas? Tout pays qui ne parvient pas à faire cet effort de maîtrise de l'accumulation reste confiné dans une condition périphérique. Alors, bien sûr, si on regarde juste la différenciation en regardant les PIB, etc., en réalité, tous les pays ont la physionomie caractéristique des pays du centre, c'est-à-dire qu'il y a là des entreprises, un État, des salariés, un système de marchandisation, un dispositif financier. C'est juste que des pays qui sont plus faibles l'ont en moins d'importance, les pays les plus avancés l'ayant en plus grande importance. Mais c'est l'État contemporain qui a cette physionomie-là. Alors, il faut juste qu'on comprenne bien qu'effectivement, ce débat est fondamental pour la compréhension de ce qui va suivre. Que, pour résumer, le système monde capitaliste n'a pas existé de tout temps, il a été construit dans les 5 à 6 siècles précédents. En le faisant, on a périphérisé des pays pour pouvoir donc les soumettre à ce mode de production capitaliste qui fonctionne par l'accumulation, accumulation du capital, mais aussi accumulation par des possessions, notamment par l'industrie extractive. Et ceux qui ont la capacité de constituer une bourgeoisie nationale et donc de maîtriser leur accumulation par donc le contrôle de leurs ressources, leurs matières premières, par la centralisation du surplus, avoir leur propre monnaie, la reproduction technologique, la capacité de se défendre, la péréquation entre la ville et les campagnes, le salaire entre le white collar job, blue collar job, donc les cols blancs et les cols bleus. Et à ce moment-là, effectivement, sont les pays qui peuvent dépasser l'asymétrie. Et pour cela, il faut pouvoir rompre. Alors, ici, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est d'où vient maintenant que tout d'un coup surgit cette histoire de qu'on appelle donc les BRICS. Avant ça, je vais faire une petite digression. Lorsque les bourgeoisies des périphéries commencent à vouloir se décoloniser et profiter du dispositif international qui se forme, arrive l'esprit de Bandung. Et le rêve de Bandung, il s'agit donc de générations qui vont vouloir construire, même de façon progressiste, ce rêve de l'État national bourgeois. Et donc, ils profitent de l'esprit de non-alignement pour ne appartenir ni au bloc de l'Est ni au bloc de l'Ouest. Ce mouvement va connaître des dissensions en son sein, puisque l'impérialisme, évidemment, était très inquiet des perspectives d'une radicalisation et d'une autodétermination. Donc, les décolonisations vont être fragmentées avec des indépendances négociées, quelques rares luttes de libération nationale, mais la règle était de garder la polarisation. Donc, ce groupe qui est sorti de l'esprit du non-alignement va être le G77 aux Nations Unies. Et donc, il va faire pression pour un changement du droit international, il va faire des pressions pour modifier les règles du jeu, pour un nouvel ordre économique international, etc. Et donc, en réponse à cela, les tenants de l'ordre impérialiste, principalement la triade, les États-Unis, l'Europe et le Japon, vont être d'abord le G3, ensuite le G5, en réponse toujours au G77, et ensuite le G8. Et dans le processus d'élargissement, ils vont aller vers le G20, qui était une tentative donc de coopter d'autres forces émergentes dans le dispositif de réglementer la régulation internationale.
Bien sûr, sans en avoir le mandat, puisque le dispositif qui réglemente par la régulation l'ordre international, c'est normalement le dispositif onusien. Mais lui-même avait été construit par les vainqueurs de la guerre. En quelques semaines, on avait créé la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, très rapidement une architecture d'organisations spécialisées. La vocation de ces organisations est la reproduction de l'ordre international. Donc, tous les pays qui arrivent dans un processus de décolonisation, à l'exception de l'Union soviétique qui a déconnecté en 1917, tous les pays, donc, sont dans cette dynamique de construction d'un État national bourgeois, même s'ils peuvent avoir des connotations progressistes. Et donc, c'est d'abord là l'embryon de cet esprit-là. Et là, il va y avoir l'affaire des rétrovirus, l'affaire du sida, l'affaire des médicaments transgéniques et la question des droits de propriété. Et donc, l'Inde, l'Afrique du Sud, pays qui avaient su développer un segment de leur industrie pharmaceutique vont commencer à contester ce monopole qu'ont les firmes transnationales et les pays les plus puissants sur la santé globale. Et donc, c'est de là qu'on a eu un ferment d'embryon de ce qu'on peut appeler donc ce processus. Donc, c'est important de comprendre que cette chose ne surgit pas ex nihilo comme ça, elle vient vraiment d'un processus où des pays qui sont sous la houlette de l'impérialisme ont un prétexte de se mettre ensemble. Déjà, ils ont échoué une décennie plus tôt à asseoir un nouvel ordre économique international, en 1973-74, et le nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. Et tous ces pays subissent, depuis 1973, le joug du dollar, qui est la monnaie de référence qui a remplacé les talons or, et donc doivent transiger en devise pour l'importation de leurs biens et sont enfermés dans la division internationale du travail. Alors, là, il s'avère que par un heureux hasard, euh, mais aussi la réflexion journalistique d'un certain Jimmy O'Neill, qui est autour de 2009, quelqu'un qui observe que ces puissances émergentes, sans le Brésil, sont capables vraiment de venir contester l'ordre économique international. Et il les appelle BRIC. Et c'est en fait lui, sans le vouloir, et même c'était un peu sous le mode de dérision, qui va donner euh, des munitions, en fait, au niveau sémantique à cette entité qui, à ce moment-là, trouve une expression dans ces pays phares du Sud global. Mais il faut bien le dire, l'esprit de la tricontinentale avait été arrêté à l'époque déjà de l'assassinat de leur leader, hein, donc Che Guevara, Mehdi Ben Barka et Amilcar Cabral. L'esprit de la tricontinentale s'était autant étiolé que l'esprit de Bandung, même s'il restait un univers, sachant que tous ces gens sont exploités par des multinationales principalement étrangères qui fusionnent et acquisitionnent bien sûr dans le Sud global, mais sont toutes pratiquement pour l'essentiel issues de la nébuleuse. Et donc, lorsqu'on arrive à la crise de 2008, crise de crédit qui a un grand impact sur la planète entière, on se retourne vers cette demande de crédit, vers aussi tous les pays, incluant les pays du Sud global dominants qui sont émergents. Et ceux-là sont intéressés à répondre, à apporter leur soutien à ces économies sinistrées, mais à la condition qu'il y ait un meilleur partage des responsabilités internationales. Alors, ils se sont lancés dans un processus, certes, d'agglomération, disons, de clubs, si vous voulez, en se disant des alliances stratégiques et tactiques peuvent s'avérer. Donc là, maintenant, chacun a des raisons différentes. La Russie a des raisons différentes de la Chine, contre lequel tout le bloc occidental essaie de refaire ce qu'ils ont fait à l'époque des traités inégaux. Donc n'oubliez pas, la Chine, c'est un pays qui a été assailli par les pays impérialistes tous réunis. La Russie, c'est la même chose. La Deuxième Guerre mondiale, en réalité, ce n'est pas celle qu'on a connue, c'est une guerre qui a survenu entre 1917 et 1919-20, où tous les pays impérialistes ont assailli l'Union soviétique qui venait de naître. Donc, ces deux colosses-là savent pertinemment que l'impérialisme les a à l'œil. Et quand vous voyez l'encerclement de la Chine, il y a un intérêt pour la Chine de se trouver des alliés. C'est la même chose pour la Russie. Donc, les deux ténors
principalement, connaissent l'animosité du dispositif international. Les autres acteurs ont des positions différentes, mais ont tout intérêt, que ce soit l'Inde ou le Brésil, à s'allier à ces dispositifs-là parce que dans leur taux de croissance, les taux d'intérêt, le fait que les devises soient encore complètement accaparées par la planche à billets des États-Unis, tous ces pays-là ont tout intérêt à ce qu'ils aient une monnaie qui reflète les paniers de devises internationales, etc. Donc, quand ils se mettent ensemble dans cette idée de s'unir pour revoir les règles du jeu, le poids économique, le poids démographique qu'ils représentent, ne serait-ce que les 4 premiers partenaires, rejoints par l'Afrique du Sud, pour laquelle on doit dire aussi un mot. L'Afrique du Sud, lorsque nous avons lutté dans la lutte contre l'apartheid, il était question de mettre sur pied ce qu'on appelait le RDP, qui était vraiment le programme de reconstruction anti-apartheid, de construction économique. Et il a été déraillé vers le GAR, qui était vraiment un programme bon, d'auto-ajustement sans que la Banque mondiale et le Fonds monétaire interviennent. Ayant appris de ce qui s'était passé à Lancaster House au Zimbabwe, les Sud-Africains, ayant peur que les investissements partent, ont eu une indépendance politique et non pas une indépendance économique. Et donc, se sont infligés un auto-ajustement, mais avec la perspective aussi du Black Empowerment, qui était donc l'idée de mettre la bourgeoisie sud-africaine aussi dans le dispositif d'industrialisation et de financiarisation, ce qui a retardé les réalisations anti-apartheid sociales, qui a retardé évidemment la construction d'une Afrique avec l'Afrique du Sud comme une locomotive. Donc, dans tous ces États, les bourgeoisies nationales ont réfléchi d'abord dans leur propre intérêt en termes de poids économique et d'urgence d'alliance, avant d'avoir un esprit de Sud tel que la rhétorique assez facile veut la mettre sur pied. Alors, que ce soit la Russie qui veut l'utiliser comme expression de propagande pour montrer qu'elle n'est pas isolée, notamment depuis la guerre qu'elle mène contre l'Ukraine, qui est pays proxy aussi du bloc de l'OTAN, a tout intérêt à montrer qu'elle n'est pas isolée. C'est la même chose pour le Brésil, qui est un pays qui a toujours voulu profiter de l'ambiance libre-échangiste pour que ses produits puissent s'étendre au-delà de l'Amérique latine. Donc, plus ou moins, chacun avait un intérêt à ce que les IDE, les investissements, continuent chez eux, mais qu'ils puissent participer dans une autre architecture qui, tout le monde reconnaît, est désuète. Ce système de conseil de sécurité avec des droits de veto, les monopoles que le Fonds monétaire et la Banque mondiale accordent voilà, aux pays occidentaux, majoritaires dans ces institutions, la même mise sur la financiarisation, le fait que les firmes transnationales sont au-dessus des lois et des États. Donc, tout cela nécessitait d'être réformé. Et ces pays, gourmands, parce que pouvant y participer, ont donc une double position, ou bien ils vont venir essayer de changer les règles du jeu, ou bien plus gravement, ils viennent revigorer un capitalisme qui pourtant est devenu sénile et sont capables de lui donner un nouvel élan. Et c'est ce que nous craignons évidemment le plus. Lorsqu'il y a eu le sommet de 2023 en Afrique du Sud, à Joburg, bon, l'objectif, c'était vraiment, pour nous, Africains, accélérer une intégration dans les flux internationaux, trouver de nouveaux recours d'investissement, trouver des prêts concessionnels plus intéressants, trouver des arrangements gagnant-gagnant, tels que la rhétorique le dit, et trouver des relations beaucoup plus égales que celles dans lesquelles nous sommes jusqu'à présent. Or, on s'aperçoit en réalité que ça va être beaucoup plus difficile parce que ces pays-là, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas encore en rupture, si on peut dire, avec le dispositif international. C'est-à-dire ne sont pas encore sortis de leur propre insertion dans le processus de mondialisation impérialiste. Donc, ils sont en opposition, ils sont en contestation, mais ils veulent aussi participer à ce processus. Donc, on a assisté effectivement à un processus d'institutionnalisation assez faible où tous ont conscience des enjeux géostratégiques et des enjeux économiques. Et il faut là regarder une dimension parallèle
qui est concomitante, hein, qui est le protocole de Shanghai, c'est-à-dire le dispositif de riposte géostratégique mis en place par les Chinois. D'un côté, la route de la soie, de l'autre côté, le dispositif militaire, sachant pertinemment que le monde capitaliste veut empêcher la Chine d'être la première puissance mondiale. Donc, ici, la question vraiment à essayer de comprendre, c'est est-ce que ces pays du BRICS sont vraiment le cœur de la périphérie de demain, qui est encore sous nos jours, donc le dispositif industrialisant, donc on peut utiliser le mot de semi-périphérie pour les caractériser, ou bien, comme dit euh, Samir Amin, c'est tout simplement des pays périphériques, c'est juste, ce sont les plus avancés des pays périphériques, et la question étant, s'ils ont maîtrisé leur accumulation, ils deviennent véritablement des centres. Franchement, euh, entre la Russie qui a failli basculer au temps de Yeltsin vers cette perspective de rejoindre, au fond, ce que l'Ukraine veut, c'est ce que Yeltsin voulait, donc rejoindre le bloc de l'OTAN et à ce moment renforcer le capitalisme et la compréhension de la possibilité de devenir un centre. Toujours est-il que on a vu très vite un élargissement. Alors, un des paradoxes, c'est que le noyau des 5 pays ont tous des monnaies qui commencent par R. Je lisais à un camarade qui travaille pourtant chez les BRICS, il n'avait jamais remarqué ça. Mais effectivement, leur currency, leur devise, leur monnaie, ont tous des noms qui commencent par R, hein. Donc, la roue pour la Russie, le rupee pour l'Inde, le rial pour le Brésil, le rand pour l'Afrique du Sud, le renminbi pour la Chine. Bon, on connaît plus le nom yuan, mais son vrai nom dans les devises, c'est le renminbi. Alors, c'est un heureux hasard, ou en tout cas, peut-être ça aussi, ça a joué dans la psyché collective, puisqu'au fond, la question de la centralisation du surplus, donc la question de la monnaie, c'est la chose la plus fondamentale au niveau des souverainetés. Si ces pays-là pouvaient se mettre ensemble pour, évidemment, préserver leurs devises, ce serait, et donc transiger dans leur monnaie, ou en tout cas une monnaie collective, avec une banque centrale, possiblement une banque transnationale, à ce moment, c'est sûr que le système international risque d'être compromis. Et donc, euh, ces membres des BRICS originels vont voir s'élargir au sommet qui vient de s'achever à plusieurs autres pays. Donc, le noyau du groupe Ténor, euh, État très puissant du Sud global, ont, pour une raison qui encore est discutée aujourd'hui, considéré que pourquoi ne pas s'élargir au moment où le multilatéralisme s'effondre et où l'unipolarité américaine est en train de se redisposer, se redéployer. Alors, d'où vient cette initiative? Pourquoi coopter, un peu comme avait fait le G20, comme je l'ai expliqué, pourquoi ce groupe-là, lui aussi, coopte d'autres pays? Alors, bien sûr, l'adage veut que l'union fait la force, et on a assisté à une expansion avec vraiment euh, un bloc de pays qui sont demandeurs. Au moment où on se parle, il y a une quarantaine de pays qui frappent à la porte du BRICS et qui veulent devenir membres de l'institution, qui elle-même ne s'est pas constitutionnalisée, il n'y a pas un secrétariat, on fonctionne sur des présidences tournantes, et les nouveaux arrivants sont des pays qui sont dans l'escarcelle, dans le dispositif même de l'impérialisme. Hein, donc, certains pays du Golfe, on se demande ce qu'ils font là. Donc, mais on voit que par leur poids dans l'économie pétrolière, par leur poids dans le dispositif de l'architecture de la finance internationale, ils ont tout intérêt, eux aussi, de défendre leurs propres intérêts et de ne pas être à la merci des desiderata de la Réserve fédérale américaine. Alors, c'est clair que la croissance de ce groupe, c'est-à-dire si on imaginait un basculement de tous ces groupes au niveau du PIB mondial, au niveau de la démographie, à ce moment, vous avez un basculement. Et donc, ce multipolarisme, effectivement, contre l'unipolarité américaine elle-même sénile, peut être une forme de nouvelle gouvernance mondiale au moment où les grands défis, la technologie, la question climatique, la question de la redistribution des richesses se posent pour les générations à revenir. Donc, cette perspective d'un élargissement est surveillée évidemment par tous les acteurs. C'est un élargissement où, comme vous le voyez ici sur la carte, il y a beaucoup de pays qui sont intéressés.
beaucoup de pays qui ont carrément officiellement demandé leur adhésion, dont le nôtre. Et donc, ces pays sont tous affectés par la crise du capitalisme en repositionnement, parce qu'ils savent qu'il faut varier et diversifier. Donc, des pays comme les nôtres vont commencer à regarder vers les capitaux arabes et turcs, les Marocains qui sont sous les chevaux de Troie des capitaux émiratis, etc. Varier pour que aussi les financements asiatiques ou latino-américains viennent participer à l'édification d'un mode de développement qui est le mode néocolonial de croissance, qui est en désuétude, qui est en crise. Dans notre région à nous, le précaré français est en train de se redéployer vers l'Afrique australe et l'Afrique centrale. Donc, il est clair que nos pays sont obligés, par simple réalisme politique, de s'empresser, de contracter des alliances avec des blocs beaucoup plus forts. Et donc, vous avez évidemment un premier engouement, la première réaction, elle est plutôt positive. Oui, ce groupe de pays pourrait contester l'hégémonie économique, pourrait contester et faire la liste, vieille comme le monde depuis 1955, des revendications du Sud global, de les porter au niveau des institutions internationales, de pousser l'agenda dans la lutte contre la pauvreté pour contester les mesures de coercition. Et donc, une des mesures phares qui est vraiment à l'ordre du jour, c'est des mesures qui viennent contester, si vous voulez, la place du dollar, c'est ce qu'on peut appeler la dédollarisation. Donc, des mesures qui sont évidemment aujourd'hui extrêmement délicates, puisque la dédollarisation, euh, c'est venir taper dans le dispositif qui est le dispositif le plus central de l'économie monde capitaliste. Donc, est-ce qu'ils vont se laisser faire? Est-ce que des segments du grand capital vont accepter de participer à ça ou pas? C'est un peu là la question. Donc, dans l'élargissement, euh, c'est sûr que des pays comme le BRICS sont 50% du poids pétrolier mondial. Si 40 pays, comme je l'ai dit, se retrouvent dans ce dispositif, les autres ne vont pas rester indifférents. Et donc, la question de la dédollarisation devient immédiatement un enjeu super important. Parce que ces pays qui sont, comme on l'a dit tout à l'heure, 26 à 28% du PIB, s'ils cherchent à diversifier leurs réserves de change, et s'il y a un système qui permet de payer avec leur propre monnaie nationale, par exemple, la Chine dit, ben moi, il n'y a pas de problème, vous payez en yuan, on crée un système de swaps en devise, la Russie y participe. À ce moment, le dollar américain est vraiment dans une situation complexe. Si ils se disent, effectivement, on va créer une banque centrale qui serait une banque supranationale, qui va avoir des liens directs avec la centralisation du surplus dans nos pays, là, effectivement, la perspective de cette monnaie collective, ou en tout cas de ce panier de devises collectif, va affecter le dollar. Parce que le poids d'un marché de plus de 3 milliards de personnes contre les quelques 800 millions qui sont dans les pays du G7, la question ne se pose même pas. Et si en plus on l'adosse à l'or, c'est-à-dire s'ils ont des liens avec des pays qui ont des grandes réserves d'or et qui peuvent compenser un panier de matières premières et principalement constitué d'or, à ce moment, et c'est pour ça que tous ces pays, d'ailleurs, vous remarquerez, continuent d'accroître leur stock d'or. La Chine a ajouté à peu près 102 tonnes d'or à ses réserves. La Russie a augmenté de 31 tonnes ses réserves. Donc, il se passe vraiment quelque chose. Maintenant, pour le contester, ils ont créé un New Development Bank, donc une nouvelle banque de développement. Ils ont créé ce qu'on appelle Contingency Reserve Arrangement, qui est donc un dispositif d'arrangement qui va permettre de lubrifier les relations. Ils vont aussi se lancer dans une alliance énergétique. Et la question, c'est est-ce que ça va se faire en marge ou parallèlement à l'économie monde néolibérale, ou bien est-ce qu'il reste dans le même dispositif de conditionnalité néolibérale? Jusqu'à présent, on n'a pas vu une rupture avec le dispositif
néostratégique néolibérale. Et plusieurs choses tendent à montrer, et certains auteurs assez critiques comme Patrick Bond ou Delcourt, eux considèrent en réalité que, contrairement aux apparences, ces pays-là finalement ne poursuivent que leur intérêt, ont les mêmes démarches de destruction systématique dans l'industrie extractive. Au niveau des responsabilités sociales, les entreprises ne font pas mieux que les autres firmes multinationales. Au niveau des conditions d'obtention et de corruption et d'enrichissement illicite, bon, on ne se démarque pas non plus considérablement et cache un peu, voilà, dans le discours gagnant-gagnant, sud-sud, leur propre intérêt de prendre leur place et de participer en fait à la curée comme les pays de l'impérialisme. Alors si c'est ça la tendance, nous serons, par exemple, nous autres Africains, pris avec un de nos pays en plus qui y participe, l'Afrique du Sud, face à deux géants, un bloc dit ami, mais au fond qui a la même rapacité que les autres qui sont déclinants. Et à ce moment, l'équation, c'est de dire, mais commençons à considérer notre propre développement. Et c'est pour ça que nous, dans ce débat, nous avons une position panafricaine qui dit, mais dans tous les cas, quelles que soient les intentions de ce groupe, c'est à l'Afrique de parler d'une voix, de se défendre et de ne pas se laisser accaparer. Et là, on a vu différents cas de logique d'exploitation similaires dans le modèle extractiviste, dans la destruction des milieux naturels, dans la façon par laquelle la plus-value est extraite, et même dans une certaine mesure la militarisation dans certains conflits en République centrafricaine ou au Soudan, que bon, la logique d'accumulation n'est pas très différente de celle que les autres pays ont eu à faire jusqu'à présent, même si voilà, l'espoir de l'infléchir peut effectivement l'emporter. Alors, bien sûr, il ne faut pas être pessimiste, c'est-à-dire que l'avenir est ouvert. L'avenir est ouvert. Est-ce que c'est une question, voilà, une question à $1 million, comme on dit. Est-ce que ces pays-là sont des pays qui vont revigorer? Est-ce qu'on assiste à une forme de sub-impérialisme, donc des impérialismes secondaires par l'exportation de capitaux, par l'accaparement de l'industrie extractive, par la diffusion et l'exportation des savoir-faire et les dépendances que ça génère? Est-ce que ces pays-là reprennent le dispositif dans lequel ils sont insérés? Alors, à ce moment-là, il s'agit de pays périphériques qui utilisent la physionomie de la polarisation pour, voilà, comme on dit en anglais, walls in sheep clothing, donc des loups voilà, vêtus d'oripeaux d'agneaux. Donc, si cette image est avérée, à ce moment, ce serait terrible, parce que le front du Sud ça, se désagrégerait. En même temps, nous sommes de ceux qui croyons que, en tout cas, ceux pour lesquels nous travaillons, l'œuvre de Samir Amin maintenant décédé et tous nos autres camarades du Forum du Tiers-Monde, c'est de dire non, l'esprit de la tricontinentale doit continuer à perdurer. Il n'y a pas d'obligation que l'idée d'autonomie collective puisse prospérer, et ça dépend surtout, par exemple, pour nous, Africains, capacité de construire l'État fédéral et d'imposer aux règles de jeu internationales d'autres perspectives. Donc, la condition, effectivement, c'est une Afrique unie, souveraine, qui peut profiter d'une coopération sud-sud dans les intrants, dans les transferts de technologies, dans les échanges de savoir, dans les circulations de capitaux, dans les circulations humaines, apprendre voilà, de la Thaïlande, apprendre du Vietnam, apprendre du Brésil, ne pas se confiner à l'hégémonie d'un groupe, fût-il puissant, et avoir confiance dans nos propres capacités aussi, au lieu d'être à la remorque des institutions qui viennent être des pis-aller. Donc, comme vous le savez, le prochain sommet des BRICS a lieu au Brésil. Et donc, le Brésil, effectivement, qui est hanté par voilà, le social-fascisme d'une partie de ces oligarchies. C'est toute l'Amérique latine qui a le même problème. Le même problème est en train de se répandre en Europe. Donc, la montée des populistes fascistes, le régime
de Bolsonaro vient de tomber, mais une bonne partie des bourgeoisies là-bas sont peu intéressées de se tourner vers le sud global, ils regardent vers le nord. Donc, vous avez encore une lutte fratricide entre les élites et le peuple brésilien pour cette bataille. Donc, à ce niveau, la question du BRICS est fondamentale et les Brésiliens ont un intérêt capital à montrer que le Brésil va peser dans les relations internationales et participer à son processus d'industrialisation. Euh, il est difficile à cette étape-ci de prédire voilà, la trajectoire. Certains auteurs, beaucoup de mes collègues ont déjà sanctionné les BRICS en disant c'est un outil, c'est un cheval de Troie qui revigore euh, l'impérialisme, c'est des subimpérialismes. Donc, mes camarades Patrick Bond, je serais un peu plus circonspect, sachant pertinemment que quand même les bourgeoisies nationales de ces pays-là aspirent à perpétuer la reproduction internationale, même si ils contestent la polarisation et escomptent véritablement améliorer leur position stratégique. Ça, il faut le mettre en regardant qu'est-ce qui se passe du côté de la triade. D'abord, de ce que va provoquer le Trumpisme, donc le repli protectionniste des États-Unis, la volonté de sanctionner toute économie qui serait rivale, de regarder la sénilité européenne, l'implosion de l'Europe et le rôle de l'Allemagne, et comment eux-mêmes vont revigorer ou pas par le fascisme la construction économique. Et donc, ces paramètres-là sont des boussoles de comment va évoluer autant le protocole de Shanghai que le groupe des BRICS. Mais nous, dans tout ça, évidemment, il faut que nous pensions à nous, que nous construisons la riposte par l'autosuffisance alimentaire, par la centralisation du surplus de notre propre monnaie, que nous ayons la capacité de l'autodéfense militaire, donc de sortir du schéma de nos armées coloniales, maintenant que les accords de défense avec les anciennes métropoles se déphasent, repenser nos alliances, donc savoir que si on lâche une puissance, ce n'est pas pour en prendre une autre, c'est vraiment pour se consolider entre nous, éveiller la conscience populaire de nos populations, donc repolitiser démocratiquement nos masses, les éloigner du culturalisme et des tentations qui sont en fait des impasses dans le religieux fanatique ou les croyances ethnicistes, et donc être Bon, le prof, je pense qu'il a des soucis de connexion. Prof, vous nous entendez? je sais pas, en tout cas, j'espère que vous m'avez Ouais. entendu pendant tout ce temps. Je viens de m'apercevoir qu'il y a eu un... C'est bon, allez-y, Euh, allez-y, c'est bon. est-ce que vous... Voilà, voilà, ben en fait, c'est sur cette note parce que j'aurais préféré laisser un peu plus aux camarades la possibilité de discuter et de ne pas accaparer voilà, la discussion. Mais j'espère que ça a pu vous donner un peu euh, quelques lignes forces de cette question extrêmement complexe qui est alors, je n'ai pas voulu vous assommer avec les chiffres et toutes ces choses, mais essayer de donner un peu une cohérence à ce processus qui est en formation. Donc, je ne sais pas, je crois que j'ai utilisé le temps qui m'était imparti, je crois. D'accord, d'accord. Merci, merci beaucoup, professeur Fall, pour vraiment ces échanges assez riches et éclairants aussi sur la thématique. Sans plus s'attarder, on va ouvrir le débat. Je note qu'il y a quelques questions sur le chat, mais avant cela, j'aimerais vous poser deux questions. La première question est de savoir, donc aujourd'hui, face aux initiatives des BRICS visant à réduire la dépendance du dollar américain, comme le développement d'un système de paiement alternatif ou l'augmentation des échanges en monnaie locale, donc quel impact ces changements pourraient-ils avoir sur les économies africaines et leur intégration financière? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est avec l'expansion des BRICS plus également et l'intérêt croissant pour les marchés africains. Quelle stratégie les BRICS pourraient-ils adopter pour renforcer un partenariat économique équilibré avec l'Afrique au-delà de l'exportation des matières premières? Voilà, ce sont ces deux Ouais, bon, questions je vais que... commencer par, Bien. oui, je vais commencer par la seconde. Merci, Ousseynou. C'est qu'en fait, votre deuxième question, le partenaire ne peut pas être équilibré tant et aussi longtemps que nous sommes voilà, désunis, incapables
voilà, vous parlez d'une seule voix, un dispositif qui est en train de se mettre en place, même si vous avez un de vos pays qui en fait partie, comment peser dans ce dispositif? Donc, si vous êtes désunis, si vous êtes faible, on est tous sous l'emprise de la domination du billet vert depuis 80 ans. Et depuis que ce système s'est imposé, c'est-à-dire que le dollar soit la seule monnaie convertible en or, euh, les autres devises sont indexées sur sa valeur. Donc, vous avez une monnaie qui, en plus, un pays qui peut utiliser la planche à billets, voilà, qui compose une économie qui fonctionne en parasitant le reste de l'économie monde. Donc, ses propres déficits sont compensés par les autres. Et ce système monétaire mondial, qui est en transformation, a gardé la prééminence du dollar. Et donc, c'est une injustice. Euh, Puisque en plus, il peut jouer sur les taux d'intérêt qui occasionnent des désastres dans les monnaies nationales. Donc, on l'a vu dans les crises du Mexique, la Thaïlande, en Corée du Sud, en Indonésie, en Russie, en Argentine. Bon, les dégâts que ça peut provoquer. Donc, lorsque en 2009, à Ekaterinbourg, en Russie, ils ont dit, ben non, on va tout faire pour réformer les institutions financières internationales, ben, c'est clair que tous les pays, incluant les pays africains, ont applaudi. Parce qu'ils savent euh, que si on crée une monnaie de réserve mondiale, ben, ça va précipiter le déclin de la monnaie américaine. Et ça, c'est dans l'intérêt des pays des BRICS. Par exemple, la Chine a tout intérêt à internationaliser sa monnaie. euh, et donc, elle se dit, ben, je vais d'abord commencer avec des pays qui ont des poids assez forts. Je vais commencer à convenir avec le Brésil de se débarrasser du dollar. Je vais aller voir les Russes. Je dis, mais est-ce qu'on peut échanger en yuan comme monnaie en Russie? Ben, les Russes disent, oui, on est d'accord. Donc là, effectivement, le monde, à ce moment, commence à changer. Donc, quand l'euro est arrivé en position de dire qu'elle va compétir avec le dollar, même les Américains étaient inquiets. Et nous, Africains, on doit réfléchir à la difficulté de créer une union monétaire parce que chacun de nos pays a des positions différentes en termes d'emploi, de comment la fiscalité est faite, l'inflation. Mais si on harmonise ces choses-là, il est dit que les Africains ne vont pas euh, se laisser faire dans le processus. Et donc, oui, il y a des alternatives au dollar. L'Afrique doit participer à cela. Euh, Maintenant, l'arrivée de nouveaux agents comme l'Arabie saoudite, etc., qui sont des agents, des agents du dispositif du capitalisme eux-mêmes, peut avoir un double effet. Il peut, comme je l'ai dit, revigorer le capitalisme, ou bien il peut fragiliser ses anciens alliés. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu, mais c'est vraiment dans cette perspective-là que je voulais essayer de clarifier vos deux questions. Donc, merci, hein. Merci vraiment pour les réponses assez claires. Bon, il y a aussi des questions sur le chat. Bon, il y a Dossou qui a posé une question concernant bon, comment faut-il comprendre la quête de développement des pays africains comme une progression de la périphérie vers le centre. Il y a aussi une autre question d'Abdoulaye Cissé qui veut savoir si le système suisse est-il adapté à un développement autonome des BRICS. Ce sont bon, les deux questions. Si vous pouvez Oui, répondre, alors, après, on va prendre d'autres. La, la pre- oui, la première question, en fait, c'est un peu l'idée du rattrapage. C'est un peu l'idée, voilà, des conceptions développementistes qui laissent croire qu'en se soumettant à un certain nombre d'étapes, un peu le modèle de Restov, vous pouvez, voilà, comme un escalier, procéder par ce système de rattrapage. C'est une illusion en réalité parce que les termes du développement, vous ne les contrôlez pas. Tant que vous ne maîtrisez pas les éléments de contrôle, euh, que la polarisation vous impose, cette perspective de rattrapage est illusoire. Euh, et d'ailleurs, c'est intéressant que l'autre question touche le modèle suisse. Le modèle suisse est un modèle de désengagement sélectif. La Suisse a commencé par se désengager, à créer une économie harmonieuse basée d'abord sur les cantons et les modèles d'agriculture. Ensuite, petit à petit, s'est spécialisé
dans l'horlogerie fine et les petites machines manufactures avant de se spécialiser dans les segments du capital. Bon, évidemment, s'acoquinant avec d'autres paradis fiscaux comme étant des valeurs refuges du grand capital. Mais toujours est-il que la Suisse elle-même a été un modèle qui, à l'abri du capitalisme par sa forme neutre et fédérale, par aussi son système assez démocratique de décision, a constitué une sorte d'anomalie dans le dispositif européen, donc de la singularité suisse, qu'il faut bien sûr étudier. Je vous renvoie aux travaux de Jean Ziegler, notamment son livre Une Suisse au-dessus de tout soupçon, où la Suisse lave plus blanc. Mais bon, bref, je ne crois pas qu'on puisse transposer le modèle de la Confédération helvétique à un dispositif, voilà, de fonctionnement institutionnel qui d'ailleurs est en élaboration au sein des BRICS d'aucune façon. Mais ils ont des méthodes pour la résolution des conflits, comme le consociationnalisme, qui sont des méthodes de fonctionnement typiques de l'univers allemand, italo-français, de la culture suisse, qui est très particulière à ce pays, que je vois mal avoir la capacité de transposer. Au niveau du segment du capital, par contre, bon, voilà, le secret bancaire suisse est-il vraiment l'axe sur lequel on devrait songer à construire le mode bancaire de cette nébuleuse? Je ne suis pas sûr non plus. Bon, et concernant le SWIFT, c'est-à-dire le système de paiement, comment est-ce que, bon, on a vu que la Russie a été retirée de ce système SWIFT. Comment est-ce que les BRICS peuvent aussi, de leur côté, bon, avoir leur système de paiement autonome? Bon, écoutez, le projet d'un système, il faut regarder ça d'abord du côté des Américains. Le Trésor américain, il s'est inquiété des risques euh, que tout système viendrait qui ne serait pas sur les normes internationales dans la lutte des flux financiers illicites. Euh, et les pays des BRICS, eux, ont dit, mais on va créer un, un système qui va contourner la plateforme occidentale SWIFT. Et donc là, au cœur de ce dispositif, c'est les paiements transnationaux. Les Américains, évidemment, sont complètement inquiets de cela. Euh, et ils ont commencé à menacer les autres pays contre les risques qui sont associés à ce système qui, entre guillemets, n'adhérait pas aux normes internationales contre les activités illicites, sachant qu'eux-mêmes y ont contribué. Euh, le, le, L'objectif, en fait, c'est de contourner le réseau mondial de messagerie financière SWIFT. Donc, ça, c'est un réseau qui est basé en Belgique, qui est vraiment au cœur de la finance internationale. Puis, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il donne des instructions pour les paiements. Euh, et il y a à peu près, je ne me souviens plus très bien, mais au moins presque 12 000 établissements financiers qui travaillent dans ça. Et lui, il fluidifie, il régule les transactions. Puis, il y a des normes, supposément, contre le blanchiment, le financement du terrorisme. Mais les transactions entre le Liechtenstein, les îles Caïmans, le Luxembourg, Monaco, etc., pourtant parviennent à passer à travers. Alors, quand les gens du BRICS ont dit, mais de toute façon, nous, on est capable de faire un projet, donc ça s'appelait BRICS Bridge, pont, hein, qui serait articulé sur des blockchains. Et les Russes, qui apparemment étaient derrière cette question-là, à cause de la crise en Ukraine et à cause du fait que les banques russes et les crédits sont bloqués, et que vous savez que je ne sais pas si je l'ai expliqué précédemment, mais les banques russes ont été éjectées du système SWIFT. Donc, leur commerce extérieur a été affecté par ça. Donc, ils ont eu tout intérêt, eux, à demander d'autres transactions euh, en euros ou en dollars. Euh, donc, les Russes, évidemment, sont derrière ça, mais il y a quand même une volonté de créer une sorte de monnaie commune au pays des BRICS. Euh, Si ça arrive, c'est-à-dire si on s'affranchit du poids du dollar, euh,
je pense que même les Russes ont montré des prototypes de ces billets-là. Il y avait les 5 pays sur le billet, etc. Bon, jusqu'à quel point c'est réel, euh, c'est une chose à laquelle on doit réfléchir. Mais une monnaie, elle doit être adossée à un système politique, à une économie stable. Euh, Maintenant, je pense qu'il est aussi un peu tôt de le, disons, de penser que ça a fonctionné, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que les Américains sont très inquiets qu'il puisse y avoir une alternative au SWIFT. Maintenant, étant donné qu'il y a des pays qui rentrent dans les BRICS, qui sont des partenaires du SWIFT, je ne vois pas comment ce système-là pourrait fonctionner. Mais bon, je ne veux pas trop m'avancer. C'est quelque chose qui est in the making, qui est en processus. Donc, D'accord, merci, hein. Et j'ai dit aussi à ceux qui nous suivent, s'ils veulent prendre la parole, ils peuvent lever la main. Voilà. Et il y a aussi d'autres questions, hein. Il y a une deuxième question d'Abdoulaye Cissé qui dit que comment est-ce que bon, le rapprochement entre Trump et Poutine pourrait empêcher l'intégration des BRICS. Il y a aussi une autre question posée qui bon, concerne comment est-ce que le rapprochement des BRICS est-il un frein pour le fédéralisme africain? Voilà, c'est deux autres questions qui ont été posées. bon, le premier relève d'une spéculation et de beaucoup de supputations. Euh, il y a quand même plusieurs éléments qui montrent que euh, le président Trump a eu des soutiens en Russie avant qu'il ne devienne président. Euh, bon, il y a un réseau d'oligarques qui, voilà, ils mangent ensemble, ils échangent et ils font des affaires ensemble. Et donc, il est apparent que on peut dire des formes de plutocrates existent au niveau mondial et ces gens-là sont en lien. Il se trouve que Trump a été en lien sur des questions d'immobilier, des questions de Miss Univers, toutes sortes de trucs. Il a trempé en Russie. Certains disent que les Russes disposent d'éléments compromettants sur le président. D'autres disent qu'il a été soutenu par les Russes beaucoup plus qu'on le croit. En tout cas, il y a visiblement un ascendant et une sorte de, voilà, de camaraderie entre autocrates despotiques qui semble en tout cas être relativement flagrante. Maintenant, il y a beaucoup de spéculations et je ne voudrais pas rentrer là-dedans, surtout que c'est quelque chose de conjoncturel sur lequel je n'ai pas d'éléments. Mais j'ai eu à lire vraiment des documents, est-ce qu'ils sont frais ou faux, euh, comme quoi, en fait, les services secrets des pays étaient même imbriqués dans cette histoire-là. Oui, d'une certaine mesure, un rapprochement américano-russe nuirait à la Chine, parce que c'est peut-être aussi toute la tentative de ce qui se passe avec le conflit ukrainien, une interposition et un rapprochement d'une Russie qui serait une Russie à la Yeltsin serait extrêmement inquiétante. Bon, en même temps, c'est des régimes séniles qui sont quand même vieillissants. Tout peut arriver. Euh, L'idée qu'il n'y ait pas de conflagration mondiale entre ces deux et que ces deux-là deviennent même des complices, c'est deux scénarios vraiment sur les relations internationales sur lesquels on peut supputer longtemps. Mais l'axe du rapprochement et l'axe de tout, c'est en fait le baromètre. Vous devez toujours regarder dans le rétroviseur ou à côté, c'est la position de la Chine. C'est en fonction de cela que ces alliances-là pourraient nuire aux BRICS eux-mêmes. Bon, après ça, il y a d'autres sous-questions, la question palestinienne, le rapport avec Israël, les petits conflits avec les autres partenaires qui ont des liens avec l'une ou l'autre des puissances. Tout cela peut être des sources vraiment inflammatoires possibles. Maintenant, dans quelle mesure est-ce que ça peut nous aider? En tout cas, si j'ai bien compris la question, c'est dans quel possible ça pourrait nuire, hein, si j'ai bien compris, Oui, à la vidéo. construction panafricaine. Ça ne peut nuire à la construction africaine que si l'Afrique est faible, si l'Afrique n'est pas unie, si l'Afrique voilà, est laissée en pâture à des intérêts
pas une dispersion des itinéraires d'alliance? Oui, bien sûr, ça, ce n'est pas quelque chose qui, si nous arrivons en rang dispersé devant un partenaire lui-même multiforme, euh, je ne vois pas en quoi ça nous aide. Mais par contre, si nous arrivons solidement campés, si les positions de l'Égypte, du Nigeria, de l'Afrique du Sud, de l'Éthiopie, voilà, sont solidement articulées sur une pensée globale de l'Union africaine consolidée, euh, pour moi, évidemment, je rêve, mon scénario, c'est un système fédéral, c'est pour cette raison que j'ai voué ma vie, mais c'est probable que c'est quelque chose que je ne verrai pas de mon vivant. Mais c'est sûr que ce type d'Afrique-là, consolidée, a tout intérêt à profiter de l'autonomie collective qu'offrirait une alliance avec un bloc pareil. Parce que là, nous serons en position de renégocier bien des contrats qui sont mal faits actuellement du fait de notre infériorité dans le dispositif de la polarisation. Mais une Afrique faible, oui, prête le flanc à toutes sortes d'aventures, parce qu'effectivement, c'est des intérêts étatiques, des intérêts d'affaires qui vont faire les transactions, et ça peut ne pas se faire dans le sens des intérêts de notre continent. D'accord, merci prof pour ces réponses aussi pertinentes. Je vais donner la parole à Hamadi qui a demandé la parole. Hamadi, la parole est à vous. Hamadi Niang. Merci à notre cher professeur Aziz Fall, que nous avons l'habitude vraiment de rencontrer dans des rencontres scientifiques de facture, pour aussi la pertinence aussi de toutes ces interventions. Donc, je disais que le professeur Fall l'a rappelé, l'Afrique doit réfléchir sur comment créer une union monétaire. Un État fédéral, je peux dire, africain, pour vraiment maîtriser les éléments de contrôle de ce système monde. Et aujourd'hui, quand on fait une lecture, je peux dire, géopolitique de notre sous-région, on est quand même inquiet. Je prends juste l'exemple du CES. Souvent, je vois les gens applaudir le CES, mais parfois, moi, je dis que le CES, c'est presque une copie-collée de la CEDEAO qui est de l'autre côté. Moi, je dis souvent, le jour où vous allez applaudir le CES, c'est le jour où ils vont créer une union monétaire et peut-être un État fédéral de la CES, un État fédéral CES, avec vraiment un seul président qui va diriger vraiment l'ensemble du CES. Là, je peux dire qu'ils ont allé au-delà de la CEDEAO. Parce qu'au sein de la CEDEAO, peut-être il y a une monnaie commune, même si c'est amélioré, mais il n'y a pas un État fédéral de la CEDEAO. Si aujourd'hui, par exemple, il y a un seul gouvernement, donc en ce moment-là, on pourra applaudir vraiment le CES. Mais tant que cela n'est pas encore fait, moi je dirais que c'est du copier-coller de la CEDEAO qui est de l'autre côté. Et c'est dommage quand même de le voir. Parce que sans vraiment une union, cette union, sans un État fédéral avec une monnaie commune, l'Afrique ne peut pas poser vraiment dans ce système-là. Ça, c'est évident. Maintenant, la question que je pose par rapport à ça, à cette situation, c'est quel rôle quand même doit jouer la jeunesse africaine dans ce système-monde pour vraiment être des groupes de pression pour aider nos dirigeants à aller vers la création vraiment d'une union monétaire et d'un État fédéral africain. Je vous remercie. Oui, bon, merci beaucoup. Vous posez une question bon, assez fondamentale. Vous avez peut-être vu les travaux de certains de nos compatriotes, les Ndogo Samba Sylla, les Nabucco, qui montrent toute la pertinence, évidemment, de la maîtrise de nos monnaies. Nous sommes ici dans une zone en crise, donc le franc CFA, qui est appelé à voir substituer sa devise par l'écho. Bon, il y a d'autres pays qui frappent leur monnaie, qui fonctionnent, hein. Le Sénégal pourrait avoir sa propre monnaie. Il y a des pays qui ont le franc guinéen, le birr éthiopien, le shilling de l'Ouganda, le puta du Botswana. Ils sont tous fabriqués en Angleterre. Les Allemands, ils fabriquent l'ouguiya mauritanien, ils fabriquent le nafka érythréen, ils fabriquent le shilling de la Tanzanie.
le kwacha de la Zambie. Jusqu'à présent, le dollar libérien est fabriqué aux États-Unis. Donc, bon, même ces pays qui ont leur propre monnaie nationale euh, sont soumis en sous-traitance à l'extérieur pour pouvoir fonctionner. C'est dire vraiment la vulnérabilité de la centralisation du surplus. Si vous ne maîtrisez pas ce mécanisme-là, en fait, vous êtes à la remorque de système. Euh, et c'est clair que il y a eu beaucoup de progrès à notre niveau depuis que on a renégocié certains des termes avec la Banque de France, qui fabrique notre monnaie. Euh, mais la rupture occasionnée par les pays de l'AES remet un peu les pendules à l'heure. C'est-à-dire que si, à l'instar de ces pays, nous pouvons maîtriser nos ressources nationales, parce que bon, la maîtrise des ressources, c'est quand même important. Il faut que votre monnaie soit adossée à des ressources. C'est pas seulement le fait de les fabriquer, mais vous devez maîtriser vos ressources nationales. Votre jeunesse, comme vous le dites, n'est pas qu'un groupe de pression. Elle doit participer et être le pouvoir pour défendre la souveraineté de cette monnaie et la souveraineté nationale. À ce moment, oui, il est possible d'envisager une perspective de, disons, de radicalisation, parce que le premier rapport va être conflictuel. L'impérialisme ne va pas laisser faire. Euh, Maintenant, ce que nous proposons, c'est une monnaie panafricaine. Euh, et ça, pour l'instant, euh, nous en sommes encore un peu loin, quoi. Euh, les pays qui ont essayé le PAPS, qui a été testé avec succès dans la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, la ZEMAO, le Nigeria, la Gambie, Sierra Leone, Ghana, Guinée. Euh, bon, il faut vraiment qu'on réfléchisse à de nouveaux systèmes de paiement panafricains, à penser une monnaie au service de nos peuples. Et une fois que vous n'avez plus les mêmes problèmes de dette, vous n'avez plus les mêmes problèmes de balance de paiement lorsque vous faites votre propre monnaie. Et donc, une union monétaire africaine, vraiment, la création d'une monnaie permettrait de se libérer de ces monnaies de singe qui datent de l'époque coloniale, mais aussi de frapper nous-mêmes comme continent notre monnaie. Et à ce moment, oui, cette monnaie, si par exemple elle existait et qu'elle était adossée au panier de devises des pays du BRICS, ah, attention, là, à ce moment, nous avons des chances vraiment de pouvoir nous développer beaucoup plus vite. Mais pour l'instant, nos institutions financières panafricaines, la BAD, ben, c'est une excroissance de la Banque mondiale. Voilà, nous n'avons pas de marge de manœuvre, hélas. Merci, hein, M. Fall. Oui, oui. Bon, je pense que nous sommes rattrapés par le temps. On va prendre une dernière intervention. Il me semble qu'il y a une main levée. Monsieur Yankoba Seydi, on vous donne la parole. Merci beaucoup. Je vais y aller très vite. Je remercie l'ASFAD et remercie également le professeur Fall pour cette belle activité. Ça a été très instructif. J'ai beaucoup appris. J'ai juste une question qui va être très courte puisque, comme vous le dites, on est rattrapé par le temps. Il y a aussi le Ramadan pour les Cissé. Et la question, c'est surtout la question de la gouvernance parce que euh, alors, le BRICS, les pays en tout cas du noyau originel, hein, en dehors de l'Afrique du Sud et du Brésil, euh, la caractéristique principale de la gouvernance semble être ce qu'on peut appeler ici l'autoritarisme. Alors, je ne sais pas, et d'ailleurs, les autres pays qui entrent, par exemple l'Arabie Saoudite, c'est à peu près la même chose. Je ne sais pas si ce qui est la force, ou ce qu'on peut appeler la force de ces pays, n'est pas quelque chose qui peut aussi, euh, on va dire, devenir la faiblesse, puisque je ne vais pas rappeler l'histoire du Tiananmen dans à la fin des années 80 pour la Chine, quand le peuple va se rebeller à un moment donné contre une certaine façon de gouverner le pays, ça peut faire mal.
Mais la Chine, par exemple, semble bien s'accommoder de cet autoritarisme ou de cette gouvernance plus ou moins autoritaire. Je ne sais pas peut, si ça peut continuer à faire recette sur la durée ou c'est quelque chose qui peut aussi être dans dans un moyen terme. Parce que là, je ne crois pas pour le long terme. En tout cas, dans le moyen terme, ça peut se révéler quelque chose qui va être le talon d'Achille même de certains pays du BRICS. On sait que l'Inde, voilà, c'est une démocratie, certes, mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on croit voir, hein, en tout cas, ou ce qu'on espère voir pour un État démocratique avec un certain socle libéral. Voilà. Je ne sais pas ce que vous pensez de la gouvernance du BRICS originelle et surtout de ceux qui en. Merci. Oui, bah, en fait, il s'agit d'une inquiétude. Bon, souvent, beaucoup de détracteurs du BRICS, d'ailleurs, trouvent que ils passent sous silence les rapports qu'ils ont avec les autres pays, puisque eux-mêmes sont autoritaires et donc cautionnent les dérives despotiques des pays dans lesquels ils sont, puisqu'ils ne soumettent pas les conditionnalités dites des droits humains et des rapports, puisqu'au fond, ces choses-là sont le reflet de leur propre despotisme. Bon, en même temps, il y a une sorte aussi d'hypocrisie hein, qu'il faut bien noter. D'abord, le mot gouvernance lui-même, vous le regardez, et n'est que la dimension politique des ajustements structurels. C'était un phénomène qui a été exhumé par la Banque mondiale pour désengager les économies des États de façon autoritaire en gérant les sociétés, l'économie, comme si c'était une entreprise. Donc, on ne voit pas la violence parce que ça a l'air éthéré, voilà, diplomatique, mais en fait, c'est un système très violent que la gouvernance elle-même. Elle est au cœur du dispositif de dépolitisation, de la réingénierie de l'État. Donc, on peut déjà questionner la sémantique et l'usage de ce système-là. Et lorsqu'on veut appliquer cette gouvernance à la façon par laquelle fonctionnerait voilà, le mécanisme institutionnel de cette nébuleuse de ce club et qu'on dit, ouais, mais après tout, ils sont autoritaires et cet autoritarisme, est-ce que ça va être, comme on le dit, le talon d'Achille qui va les affaiblir à la longue? Économiquement, non, puisqu'au fond, leur intérêt, c'est de défendre leurs propres intérêts. Je pense que c'est plutôt le caractère hétéroclite et le fait qu'il y ait maintenant des alliances un peu contre nature qui est le plus grand danger, mais le fait que ils aient des leaders voilà, autoritaires, forts ou despotiques, tant et aussi longtemps qu'ils défendent leurs intérêts reconnus, euh, euh, voilà, je ne vois pas en quoi ça viendrait nuire. Mais je sais que dans la rhétorique occidentale euh, et dans l'idée que les BRICS participeraient à une gouvernance mondiale et viendraient changer la gouvernance mondiale, il y a évidemment une grande inquiétude euh, mais c'est souvent, d'après moi, une inquiétude parsemée d'hypocrisie, de double standard, les mêmes fermant les yeux, les manquements ou faisant affaire avec ces mêmes pays lorsque ça les arrange. Vraiment, vous savez, le problème du développement est là, c'est que parfois, il faut qu'il y ait un certain autoritarisme, ce qui n'enlève en rien que la démocratie soit recherchée. La démocratie, c'est pas quelque chose qui existe, c'est quelque chose vers lequel on tend. D'accord? Voilà, c'est le pouvoir du peuple. Ben, il n'existe nulle part un système qui a pu faire une adéquation totale. On tend vers cela. Et il y a différentes lectures du modèle démocratique. Nos sociétés africaines, par exemple, ont des modes de régulation très différents du modèle de démocratie, avec des formes dites de gouvernance, de gouvernementalité en tout cas, que d'ailleurs nous avons oubliées, qui serait intéressant de ressusciter. Mais au fond, elles étaient souvent autoritaires, même si elles étaient basées sur des modes de régulation et de démocratie. Donc, on n'a en fait pas de leçons à retenir et à recevoir de ceux qui veulent nécessairement affubler voilà, d'étiquettes. Les droits de l'homme en Inde n'empêchent pas que des régimes fascisants comme celui de Modi y soient. Pourtant, c'est une des plus grandes démocraties au monde. Le Brésil a connu un modèle tout aussi fasciste sous Bolsonaro et les revendications populaires des masses brésiliennes jusqu'à présent ont du mal à être reconnues par les oligarchies dans ces pays-là.
sans parler des pays où les droits de l'homme carrément sont bafoués, piétinés, comme l'Arabie Saoudite. Donc, euh, c'est sûr que sur ces créneaux-là, je ne sais pas pour contredire l'idée que ça puisse être la faiblesse, mais c'est perdre de vue la vocation première de ces organisations qui veillent à remodifier l'architecture internationale en leur faveur, d'abord, même si leurs revendications portent un peu le tumulte des espérances du Sud global. C'est un peu comme si on dirait les bourgeoisies qui ont fait les révolutions en Europe ont parlé au niveau des droits de l'homme pour tout le monde, mais au fond avaient confisqué ces droits-là pour eux, n'étaient pas intéressés à ce que l'esclavage parte ou que les colonisations plus tard n'adviennent pas. Donc, mais on parlait dans l'intérêt parce qu'il s'agissait de défaire à partir du tiers-État les classes nobiliaires. Donc, un peu aujourd'hui, ces groupes-là puissants pensent d'abord à eux, savent qu'ils ont maintenant un poids significatif dans l'architecture et quelle que soit la coloration de leur régime politique, leur intérêt économique passe avant tout et c'est ça pour l'instant qui est là. Le deuxième, c'est leur intérêt géostratégique et militaire, euh, donc une façon de contrer l'hégémonie de ce qu'ils subissent. Donc si ces deux éléments sont là, peu importe la nature de leur régime politique, je crois que ça va perdurer. Donc, on va prendre Salou Diop très rapidement pour permettre aux profs de conclure, hein. Salou, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, camarade Hussein. Enfin, je vais lever la main, je pense, tout à l'heure, mais je pense qu'on aurait pu donner directement la parole au prof, hein, pas de souci. Que je salue d'ailleurs. Je dis à chaque fois que personne ne donne une lecture. En tout cas, je connais très peu de profs qui donnent des lectures aussi claires et concises pour la compréhension du système monde que le professeur Fall, vraiment. Que ce soit à travers Wallerstein, que ce soit à Samir Amin. Vraiment, on apprécie à chaque fois. Peut-être moi, j'aimerais mettre l'accent très vite sur la question militaire, parce que je pense que tout à l'heure, prof, vous avez fait mention de ce qui est en train de se passer au niveau de la RCA, République centrafricaine avec la Russie, et je jette un coup d'œil aussi au niveau de la mer. J'ai raté peut-être une partie, peut-être que vous en avez parlé, au niveau de la mer Rouge, au niveau du détroit de Bab el-Mandeb, avec la présence de la Chine, nous dit-on. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de militarisation de plus en plus si aussi on prend en compte les BRICS plus avec les deux, disons, frères ennemis, hein, disons ça comme ça, qui ont rejoint, je pense à l'Égypte, qui se militarise de plus en plus. J'ai fait un crochet au Caire il y a quelques semaines de cela, mais c'était vraiment terrible comment est-ce qu'on allait vers cette militarisation. Effectivement, je ne dis pas que les deux sont liés, mais si on regarde ce qui est en train de se faire aussi au niveau de l'Éthiopie, Addis Ababa aussi va vers une gentrification, comme disent les anglophones. Moi aussi, j'étais très déçu par rapport à tout ce que Addis Ababa a représenté dans le passé et peut représenter dans le panafricanisme de manière générale. Donc, si on va dans cette logique-là, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, est-ce qu'on va pas est-ce qu'il n'y a pas un risque d'aller vers cette militarisation et est-ce que les BRICS aujourd'hui, plus par rapport en tout cas aux deux pays, l'Égypte et l'Éthiopie qui représentent beaucoup pour le mouvement panafricaniste, pour l'OUA, pour l'Union africaine par la suite et pour l'avenir aussi. Est-ce qu'il n'y a pas le risque aujourd'hui d'aller un peu vers cette militarisation et quel rôle est-ce que les BRICS pourraient jouer s'il y a la possibilité de jouer un quelconque rôle? Encore une fois, merci l'ASPAT, merci aux camarades au CNO d'avoir géré cette séance-là et merci encore une fois au professeur Aziz Solomon, toujours très pertinent. Oui, bon, alors il y a différents niveaux hein, de compréhension de ces enjeux-là. Euh, D'abord, au niveau de notre problème africain sur le Nil et sur le détroit du canal de Suez. Comme vous savez, c'est à partir de la crise de Suez, le test de Bandung 1955, dès l'année suivante, dès le fait que la nationalisation du canal de Suez s'est faite, immédiatement les puissances impérialistes ont sauté sur l'Égypte. Donc cet endroit a toujours été stratégique. Et d'ailleurs, si vous avez vu notre film Africom Go Home, la question du dispositif militaire africain dans la zone de Djibouti, dans le détroit dont vous avez parlé, toute cette zone est volatile et extrêmement sensible. À partir du moment où l'Éthiopie a voulu harnacher son développement à partir d'un des cours du Nil,
ça a été une question géostratégique immédiate, aussi dangereuse que la question israélo-palestinienne pour l'Égypte. Donc, ils sont dans une situation de casus belli. Les deux font partie de l'armature de ces pays du BRICS. Mais ils rentrent eux-mêmes dans une dimension plus complexe disons, de conception de la sécurité multilatérale. Parce que il y a un volet de politique étrangère, mais il y a aussi un volet militaire. Comme je l'ai expliqué, la Chine est carrément encerclée par le dispositif de l'OTAN. La Chine, donc, a dû même elle-même avoir une base à Djibouti pour la surveillance de ces installations. Nous sommes devant des puissances qui, en dehors de l'Afrique du Sud et du Brésil, sont des puissances nucléaires et donc sont dans un rapport extrêmement délicat, pour ne pas dire sensible, aux politiques de sécurité de l'Ouest. D'abord sur les technologies de pointe de l'armement, sur tous les éléments de stratégie militaire liés à ça, sur les stratégies de la façon par laquelle on gère les conflits, et même sur les innovations en termes de doctrine de politique étrangère. Il y a vraiment, ils se regardent en chien de faïence, c'est-à-dire que ne peuvent pas se réconcilier. Bon, la position de la plupart des pays, notamment lorsqu'on a assailli, par exemple, la Libye en 2011, était une position proche de l'Afrique. Parce que tous ces pays-là, que ce soit Moscou, Beijing, New Delhi, ont été quand même dans une position où ils savent que ils font partie du même bloc asymétrique par rapport au grand capital, mais aussi au dispositif militaro-stratégique américain. Et comme vous le savez, pour nous, à partir du moment où Kadhafi a été abattu, ça a été aussi un frein à notre processus d'institutionnalisation et d'accélération du panafricanisme. Et donc, il n'est pas erroné de prédire, surtout dans la perspective où l'USAID voilà, restreint ses perspectives, etc., que il va y avoir un shift et un redéploiement, une miniaturisation des forces militaires, mais aussi un redéploiement des forces militaires de l'OTAN, et qu'il va y avoir des ripostes chinoises, russes dans notre sous-région qui ne vont pas se laisser faire. Et même, je dirais même l'Inde, un pays qui n'est pas en dehors du traité de non-prolifération, qui, même si elle tient un discours d'abolition des armes nucléaires, est vraiment un pays dans cette perspective-là. Donc, il y a plein de crises qui sont liées. Par exemple, vous regardez lorsque la Syrie est tombée, la Syrie était le canal d'approvisionnement russe vers les forces russes qui sont sur le continent africain. Immédiatement, ça a provoqué une volatilité d'aggravation de conflits. Donc, il y a des conceptions et des doctrines russes, des doctrines chinoises, des doctrines indiennes, qui sont des conceptions stabilisatrices du droit international et de la géostratégie, qui sont très différentes du dispositif occidental et qui sont tout aussi efficients, et pour lesquels nous devons étudier et vraiment regarder, comparer, pour ne pas juste les subir. Donc, vraiment, j'en appelle surtout aux jeunes étudiants de s'intéresser à ces enjeux diplomatiques, à ces enjeux géostratégiques, à lire derrière les rivalités stratégiques entre ces ténors-là, les contradictions, mais aussi en quoi est-ce que ces choses favorisent une meilleure compréhension de nos propres insertions dans les agendas des autres. Et regardez aussi les choses qui se passent au niveau du cyberespace, au niveau de l'intelligence euh, des, des renseignements, hein, au niveau des intelligences artificielles. Vraiment, il y a tout un dispositif qui est en train de se mettre sur pied et pour lequel je trouve que nous manquons d'ambition, nous dormons au gaz pendant que les autres euh, font et défont par leur leadership les dispositifs sécuritaires multilatéraux. Donc vraiment, nous devons cesser d'être des acteurs passifs ou à la remorque et vraiment nous emparer des questions comme les vôtres et en faire des cas d'études et tenter d'influencer
nos décideurs qui souvent, malheureusement, par autisme ou par incompréhension, ne parviennent pas à appréhender l'ampleur de, de ce qui nous arrive. Voilà, vraiment. Donc, je vous encourage. C'est bien d'avoir la curiosité scientifique, d'explorer ensemble ces quelques orientations. Je crois avoir pu dessiner quelques lignes. C'est sûr qu'un travail plus rigoureux pour un sujet comme celui-ci mérite d'être fait. Moi-même, je n'ai pas eu à écrire. J'ai écrit sur le G20, mais je n'ai jamais écrit sur les BRICS. Et quand Ousseynou m'a demandé de participer, je dis, écoute, je ne suis pas spécialiste de ça, mais je peux donner quelques éléments de réponse en espérant que je n'ai pas trop ennuyé les camarades. D'accord, merci prof. Peut-être vous donnez votre dernier mot. Bon, moi, je ne peux que vous encourager dans vos efforts collectifs d'apprentissage. Comme disait notre doyen cher Hunter, il faut s'armer de science jusqu'aux dents. Ceux qui sont en sociaux, en sciences politiques, en droit, ne doivent pas être à la remorque d'un seul système. Effectivement, il est intéressant de regarder les approches russes, les approches chinoises du droit international, comprendre comment les Indiens perçoivent le monde, découvrir, même en Afrique australe, d'autres conceptions, une lisibilité pour pas seulement voir cet ensemble qu'est les BRICS, mais voir aussi comment ces pays-là perçoivent nos propres problèmes, parce qu'ils ont des sinologues qui sont spécialisés sur l'Afrique. Et donc, nous devons étudier aussi ces sociétés-là pour ne pas juste subir leur orientation. Donc, c'est bien de s'intéresser à leur ensemble, mais c'est bien aussi de s'intéresser à eux pour pouvoir mieux nous connaître nous-mêmes et nous construire nous-mêmes. Mais tous ces efforts, en tout cas moi, ceux pour lesquels je participe, c'est dans la perspective pour que ça serve à nos propres jeunesse et notre propre évolution scientifique. Donc, si dans une moindre mesure, ça peut y participer et que modestement, on peut contribuer à l'éveil de la curiosité scientifique et à l'engagement comme intellectuel organique, eh bien, c'est vraiment à ce moment, je pense que chacun aura donné sa participation à ce grand effort collectif. Et c'est ça le rôle de l'université, c'est à ça que ces laboratoires qu'on encourage doivent contribuer. En tout cas, je suis heureux d'avoir été l'un des premiers à participer à cette session sur les BRICS et j'espère qu'il y en aura d'autres probablement plus habilités que moi pour en parler. Merci beaucoup, professeur Aziz Salmon Fall. Mesdames et messieurs, alors que nous arrivons au terme de ce séminaire, je tiens vraiment à exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de notre intervenant pour ses analyses vraiment éclairantes et précises aussi. Je remercie également tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Merci pour les échanges et votre engagement aussi. Vraiment, les discussions ont mis en lumière beaucoup de questions essentielles sur les BRICS. Vraiment, admettons-le. Restons connectés pour continuer ce dialogue et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre séminaire sur les BRICS+. Merci.